Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour dans cette intersaison 2025 pour parler aujourd'hui d'un sujet réjouissant. Notez quand même qu'en fin de podcast, la semaine dernière, fin de podcast NFL, je vous avais dit qu'on parlerait des Colts et je vous avais dit qu'on parlerait peut-être même des Browns. Et ben on est en plein dedans. Voilà, bim, j'ai réussi mon pari, j'ai réussi à caser les Colts et les Browns et même les Saints dans un même podcast. On va parler des franchises qui sont à la recherche de leur quarterback numéro 1, puisqu'à moins de 3 mois du début de la compétition, certaines franchises ne savent toujours pas avec qui elles vont jouer au centre de l'attaque. Elles savent même peut-être pas, pour certaines, si elles vont jouer dans cette saison, puisque peut-être qu'il serait mieux de déclarer forfait tout de suite, mais courageusement, elles vont se présenter sur le terrain avec des gens plus ou moins compétents pour lancer les ballons. Pour être avec moi aujourd'hui dans ce podcast réjouissant, mon équipe de d'habitude, mon Seb qui nous entend toujours de l'autre bout de la France et que vous allez entendre de l'autre bout de l'Europe, carrément, mais c'est pas grave, il est avec nous quand même. Salut mon Seb, comment ça va ? Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oui, mais j'ai la voix qui porte, mon cher Flav, et ma voix va porter sa déception, une fois de plus, de nous retrouver dans un podcast de la déprime, parce que, alors, je veux pas spoiler, mais je le dis tout de suite à nos auditeurs, le programme n'incite pas à la rigolade, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas la réjouissance qui va nous étouffer. En parlant de peu de réjouissance, Vince, salut mon Vince, comment ça va ? Salut à tous, salut à toutes. Ben oui, effectivement, quand on voit le programme annoncé ce soir, on se dit que vraiment, on se demande ce qu'on a fait pour mériter cela. On est en pleine réflexion avec Seb, parce que Yaya, on sait tous ce qu'il a fait, mais avec Seb, on se pose vraiment les questions de savoir ce qu'on a fait pour mériter ça. On cherche désespérément. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter, parce que là, vraiment, on est à bout de solutions. Voilà. Abou, Aladin et Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Alors, vu que moi, je dois être au courant et que vous, les deux autres ne savent pas, moi, ce que je leur propose, c'est d'appeler la SPA. Comme ça, ils sauront, surtout Vince. Parce que Seb, non, pas Seb, mais Vince, demande à la SPA la protection. Très bien. C'est génial. Bon, ça va être fantastique. Je sens qu'on va passer un moment riche en émotions. La déception, la voix de notre animateur. Il dit mon Dieu, mais dans quoi je me suis fourré ? Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Mais ouais, même moi, j'y crois plus. C'est ça qui est terrible. C'est là que c'est terrible. En parlant de pas y croire, justement. Je suis au bout du rouleau. J'ai fait un podcast LF lundi, j'ai fait un podcast D1 mardi. Nous en sommes au 3e podcast en 3 jours. C'est trop. Je demande à être payé en heures supplémentaires à partir de maintenant. Blague mise à part, si vous voulez aller justement écouter les podcasts ELF et D1, n'hésitez pas à aller le faire. Et également les podcasts NBA. Je sais que Yaya avec Raph, notamment avec Chris peut-être aussi. Avec Elian, avec Chris, voilà. Avec Anna, que l'on salue au passage, Anna. Oui, on débrief les matchs des finales NBA et on fait la preview du match suivant. Alors là, ça va être le premier match pour gagner le titre, donc le match 6. Donc est-ce qu'il y aura une preview ? On ne sait pas, sauf s'il y a victoire, où là, il n'y aura pas de preview, puisque après, ce sera la fin de la saison. Et voilà. Puis, il y a les copains de First Pitch aussi. En passant. Oui, voilà, et puis les copains Vroom Vroom de Warm Up, et puis bref, enfin, plein de podcasts sur The Playoff. Les amis, on commence par qui ? Pif paf pouf. Bah tiens, les Saints, allez hop, c'est parti. On a un choix totalement arbitraire. Et oui, c'est moi le chef, je fais ce que je veux. Comme ça, si on passe 35 minutes sur les Saints, et c'est déjà arrivé dans ce podcast, et ben tant pis, on n'aura pas le temps pour les autres. Un chef, c'est fait pour cheffer. Voilà. Je démissionne. Je démissionne. Ciao, c'était ma dernière. Merci. Salut mon pote. Petit Seb parti trop tôt. Alors, nos amis des Saints de la Nouvelle-Orléans, bon bah alors là c'est carrément Waterloo morne pleine. Je donne un petit peu le contexte. On a Tyler Shaw qui vient d'arriver de la draft. On a Spencer Rattler qui est arrivé de l'an dernier, de la draft de l'an dernier, qui n'a toujours pas une victoire en NFL en tant que quarterback titulaire. On a Jake Kenner, c'est guère mieux. Bon, Seb, je te sers quoi pour les Saints en QB1 ? Une petite poignée de Franksen. Hein, moi j'ai la théorie du comité de quarterback. Oui, théorie très intéressante. On va peut-être y revenir d'ailleurs. Fantaisie audacieuse, si je puis m'exprimer ainsi.
théorie audacieuse. Mais redevenons sérieux 2 secondes. C'est vrai que les Saints, ils sont dans une position délicate sur le poste de quarterback. C'est pas tant par embarras du choix. En 2024, les blessures de Derek Carr ont bien sûr beaucoup handicapé le groupe. À l'intersaison, donc il y a un mois de ça, Derek Carr annonce son départ à la retraite en raison d'une blessure. Et comme tu l'as rappelé, la QB room actuelle, c'est les rookies Tyler Shaw et Hunter Baker, Spencer Rattler, qui est en 2e année, et Jake Henner, qui est avec les Saints depuis 2023. Alors dans tout ça, le bilan, c'est quoi? Rattler, c'est 7 matchs joués, 6 titulaires, 1317 yards, bon, 57% de réussite, ouais, 4 touchdowns, 5 interceptions, aïe, et surtout le bilan, c'est 0 victoire, 6 défaites, re-aïe. Et Jake Henner, il a joué 8 matchs, un seul start, 226 yards lancés, 46,2% de réussite, c'est catastrophique, un touchdown et une interception, et c'est justement son seul start, il a été très bref parce qu'il a été remplacé par Rattler très rapidement lorsqu'il a été nommé titulaire sur cette rencontre. Difficile d'y voir clair dans tout ça. Il y a pas mal de fans et semble-t-il Kellen Moore, le head coach, qui pousse pour Tyler Shaw, qui a été le 3e QB choisi lors de la dernière draft avec le 40e choix. C'est un QB qui a joué pour 3 écoles différentes entre 2018 et 2024. Qui a la particularité, on en avait parlé, mais je te coupe juste une seconde, d'être très âgé, d'avoir un âge déjà particulièrement avancé, ce qui peut le rendre NFL ready. C'est un rookie de 26 ans. C'était mon point suivant, effectivement. Je crois que c'est un des rookies les plus âgés de récente mémoire dans la ligue. Et tout ça, à mon humble avis, ça nous donne peut-être la QB room la plus faible de la ligue, ou du moins celle qui bénéficie du moins d'expérience. Et ce qui est important pour les Saints, c'est de bâtir des fondations. Ce club est en reconstruction sans jamais se reconstruire depuis des années, sous l'ère Allen Carr. C'est 30 victoires, 38 défaites, 0 apparition en play-off. Et là, même s'il y a du talent sur d'autres postes, quand les joueurs arrivent à rester en bonne santé, je ne suis pas très très optimiste. Enfin, je ne vois pas la base sur laquelle ils peuvent repartir. Alors, il y a aussi une solution qui peut être une solution qui normalement n'est pas envisagée, mais pourquoi pas à la rigueur? C'est qu'on a toujours Taysom Hill dans l'effectif, qui a déjà joué quarterback et qui pourrait éventuellement aussi servir ce fameux comité de quarterback de 3 ou 4 qui tournerait, mais ça reste une possibilité parce que lui, il a déjà joué à ce poste-là, et en plus, on sait qu'il est capable de gagner des yards à la course, etc. etc. Sinon, il y a une autre solution, hein, c'est comme quand t'as pas ton quarterback, tu fais tout à la course, et puis tu lances aucun ballon, et tu donnes tout à Alvin Kamara, puis t'attends de voir si ça marche, mais il y a peu de chances que ça fonctionne, très clairement. Le pauvre Alvin, il va craquer. Hein. Il met Taysom avec, tu vois, Et Taysom Hill, c'est un super athlète, mais c'est un couteau suisse. C'est une menace ponctuelle. Je pense pas que ce soit. Et puis lui, de toute façon, il puisse mettre derrière un centre pendant 4 cartons de football. Et puis lui ne le veut pas non plus. Il est même plus listé comme quarterback, hein, d'ailleurs. Donc c'est très peu probable. Il préfère être Tayen. Vas-y, moi, pour revenir sur Kamara, c'est effectivement la solution vers laquelle on tend quand on n'a pas de quarterback. Moi, je vois un autre problème quand même à cette construction, c'est que la ligne, elle est relativement faible aussi. On sait les problèmes qu'a la ligne offensive des Saints. L'année dernière, quand même, elle a subi pas mal de pression. Et mettre ces jeunes quarterbacks derrière une ligne comme ça, dans un environnement somme toute assez morose, parce qu'en fait, le problème, il est là, c'est que de manière générale, on n'a même pas commencé la saison, on n'a même pas commencé la pré-saison, les camps sont tout juste commencés, on sait déjà où vont finir les Saints. Ce serait vraiment très
surprenant. Mais c'est là qu'on veut finir aussi. De voir, oui, bien sûr, mais ce serait très surprenant de voir les Saints faire une saison à la Viking ou à la Broncos de l'année dernière où on ne les attendait pas du tout et qui ont performé, qui ont surperformé. C'est probable, effectivement. Il y en a très peu qui y croient. De là à tout user, tout miser sur Alvin Kamara et risquer une blessure alors que c'est un de tes gars qui peut te permettre de reconstruire derrière ou alors qui peut te permettre de faire un trade pour aller gagner quelque chose, ça serait très risqué, je trouve. Surtout quand on voit la cuvée de draft qui arrive l'année prochaine. Alors, ne mettons pas tout de suite tous les QB sur la paille. J'attends quand même de voir ce que va donner Tyler Shaw, qui a été drafté, je pense, pour cette raison-là, pour être la doublure de Derek Carr au départ. Bon, comme Derek Carr n'étant plus là, peut-être que ça sera directement à lui. Après, quand il a été drafté, il faut rappeler quand même qu'au moment où Tyler Shaw est drafté, on sait déjà que Derek Carr ne jouera pas le début de la saison. Le début, donc, oui. Non, mais le début, mais on ne savait pas qu'il prenait sa retraite. Mais on pense quand même que Derek Carr est dans l'équipe pour l'accompagner, tout ça. Mais on savait déjà qu'il y aurait un problème de quarterback en début de saison. Et au moins même jusqu'au milieu de la saison. Moi, la chose qui me fait penser que Tyler Shaw sera quarterback numéro 1 au début de la saison, c'est que c'est Kellen Moore qui l'a choisi déjà. Et tu te dis que par rapport à Spencer Rattler, tu as quand même un joueur qui a été scouté, qui a été choisi par Kellen Moore. Kellen Moore le voulait, il l'a toujours dit. Alors, pour lui, c'est un pari. Soit ça fonctionne, les Saints font une bonne saison, et dans ce cas-là, pourquoi pas, ça se trouve, il peut se révéler comme étant un bon quarterback. On a déjà vu des QB comme ça surprendre. Si ça marche pas, qu'est-ce qui se passera? Ils seront dans les 5 premiers choix de la draft prochaine, et ils auront un bon quarterback en 2026. Et pour aller dans ton sens, mettre Jack Henner ou Spencer Rattler en QB titulaire avec le passif qu'ils ont, et ils ont clairement la tête sous l'eau, ces jeunes gens. Ce sont des sportifs professionnels qui sont préparés, mais ils ont vécu des galères déjà dans leur jeune carrière, et ça va être très compliqué de ressortir dans cette ambiance un peu morose et dans ce marasme que sont les Saints cette année. Moi, mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas gardé Jameis Winston encore 2 ans, parce que j'aurais adoré vivre cette saison absolument calamiteuse qui s'annonce en rigolant avec Jameis Winston. Ça donnait envie de suivre les Saints, tu vois. Mais non, il a préféré aller à New York. Ah, mauvais choix si c'est celui-là. Mon Yaya, on te met qui, toi, en QB1 pour les Saints? Personne. Tu as dit une chose, tu viens de parler plein de choses. Tu viens de parler de Jameis Winston. Il y a des rumeurs du côté de New York comme quoi il se ferait trader déjà. Comme quoi il pourrait être en partance, effectivement. Pour les Saints. C'est qu'une rumeur, moi j'y crois qu'à moitié parce qu'il a un contrat de 2 ans. Et voilà, mais après, moi si on me demande pour titulaire pour la première journée, moi, je pense que ce sera Spencer Rattler, parce que c'est lui qui a fini la saison, même si c'est pas tout de suite. Pourquoi? Parce que Tyler Shaw, je suis pas sûr que ce serait lui rendre service de le mettre dès la week 1 derrière en centre. Je serais d'accord avec toi s'il avait 22 ans. Comme il en a 26, si le mec il passe 4 ans à apprendre derrière quelqu'un d'autre, il peut prendre sa retraite, quoi. Alors, non, mais il peut quand même voir un match de NFL, comment ça se passe, rentrer en cours de saison. Et voilà, en fait, si tu veux, parce que le truc, de toute façon, les chances qu'on fasse toute notre saison avec le QB1 de la week 1, on va pas se mentir, elles sont faibles. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tu mets Rattler, il va perdre 2 matchs, 3 matchs, et après, il arrive au 4e match. Il joue les Giants, donc là, il peut gagner. Zéro pression après derrière. Tu sais que tu pourras pas faire pire. Et voilà, et il va prendre de l'assurance petit à petit au fur et à mesure de la saison. Tu vas pas attendre 4 ans, tu vas attendre 3-4 matchs. Un Rattler, tu le mets, et puis même, si tu as une bonne surprise, tu as une bonne surprise. Alors, mais ton plan, Voilà, merci pour cette analyse. Il est sans accroc, Hannibal. Il y a une bonne nouvelle dans cette affaire. Il y en a 2. Déjà, c'est que les Saints n'ont pas dépensé cher pour leur quarterback cette année.
Il y a déjà 3 contrats rookies sur les 4. Donc bon. Et puis Jake Henner, il compte pas non plus. Hein. Et deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils ont eu le bon goût de ne pas, après la retraite de Derek Carr, réagir et aller chercher, par exemple, un Aaron Rodgers pour des dizaines, ou un Kirk Cousins ou n'importe quoi, pour des dizaines de millions de dollars. Tu vois, ils se sont dit, quitte à mettre une saison en l'air, enfin, des choses qu'on réclamait depuis le départ de Drew Brees, quitte à mettre une saison en l'air, autant la mettre en l'air et puis aller chercher en 2026. Parce qu'il y a encore 1 ou 2 ans, on aurait été capable d'aller trader la moitié de l'équipe pour aller chercher un quarterback pour tenter de colmater les brèches. Hein. Ça aurait été tout à fait possible. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas que les Saints qui sont en galère avec leur QB. Hein. Faut pas croire. On a aussi nos copains des Browns. Vous vous rendez compte que ça fait 3 semaines qu'on n'avait pas parlé des Browns. Et c'est maintenant qu'on va lancer le jingle Browns. Et quoique même pas, parce que dans notre top 5, t'as réussi à les caser, Seb, les Browns, hein, avec la meilleure fanbase. Hein. Donc, on va dire. Mais, tu vois, on parle toujours un peu des Browns. Les Cleveland Browns qui, eux, n'ont pas 3 choix, mais en auront bien 4 pour le poste de QB1. Alors, on en a déjà un peu parlé après la draft. Mais en gros, ça se résume en un choix, Vince. C'est soit la jeunesse, soit l'expérience. Et après, il faudra choisir dans la jeunesse ou dans l'expérience. Et c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que même malgré le choix de la jeunesse ou de l'expérience, tu as encore un choix puisque tu as 2 QB rookies et 2 QB avec un peu plus d'expérience. Un avec énormément d'expérience, en la personne de Joe Flacco. L'autre qui arrive des Steelers, Kenny Pickett. Et pour les jeunes draftés, on a Dylan Gabriel, le premier quarterback drafté de cette équipe des Browns, et le fameux Shedon Sanders, dont tout le monde parle et dont tout le monde tire dessus à boulet rouge, à boulet ardent, comme vous voulez. À boulet ardent. Oui, de n'importe quelle sortie qu'il fasse, qu'elle soit positive, négative, tout le monde parle de lui. Elle existe, non, elle n'existe pas, je l'ai inventée. Toujours est-il que nous sommes dans une franchise qui est en éternelle reconstruction, là encore, avec soit le choix de l'expérience ultime Joe Flacco, le moyen Kenny Pickett, ou alors vraiment, on va tabler sur justement la personne que tout le monde attend, Shedon Sanders, qui pourrait potentiellement apporter quelque chose. Il ne faut pas oublier quand même que l'an dernier, malgré tout ce qui s'est passé avec cette draft, avec tous ces retards de la draft pour lui, il a été très très bon. Il a souvent été considéré comme un premier tour, voire même comme premier choix de draft. Donc, ce ne serait pas non plus étonnant de le voir arriver titulaire cette année. Pour autant, il ne faut pas oublier que les Browns, ils ont quand même juste 1 an à attendre. Hein. Il y a quand même Deshaun Watson qui est quand même dans cette QB room, même s'il est blessé. Mais il sera là l'année prochaine, enfin dans 2 ans, et il pourra aussi reprendre sa place, et ça sera certainement lui qu'on ira chercher. Seb, pourquoi tu te prends la tête à 2 mains? Ah, mais Deshaun Watson, pitié. Tout dépend de la saison qui va se faire cette année, et qui vont faire les QB cette année, mais... Non, ça marchait pas, ça n'a pas marché les 3 dernières années. Qu'est-ce que soudainement l'année prochaine, après une énième opération... Le mec, il s'est fait les deux fois le tendon d'Achille. Voilà, non, c'est pas. Mais c'est vrai que oui, effectivement, de fait, les Browns ont en fait 5 QB dans leur roster, même s'il y en a un qui sert pas à grand chose quand il est valide, et en ce moment il est pas valide. Donc il sert toujours pas à grand chose. Et il sert toujours pas à grand chose du coup. Par contre, il coûte cher. Alors, c'est marrant, le saviez-tu, les 4 autres, à eux 4, leur salaire, ça fait 20% à peine de celui de Deshaun Watson. C'est absolument extraordinaire. Donc au moins c'est une QB room pas chère. Après, pour être plus sérieux, effectivement, tu nous disais, Flav, le choix entre l'expérience et la jeunesse. Kenny Pickett, Joe Flacco, les vétérans. Shedon Sanders, Dylan Gabriel, les 2 nouvelles têtes de la ligue. Hein, Vince nous l'a parfaitement bien résumé. Je pense tout de même que, pour revenir sur le cas des Deshaun Watson, les Browns sont en train de se rendre compte que le trade fait il y a quelques années et l'énorme contrat était une erreur. Mieux vaut tard que jamais. Et alors, il faut constater quelque chose, c'est
que dans les années récentes, et même les moins récentes, les clubs avec plusieurs quarterbacks en compétition, parce que là, effectivement, officiellement, le poste est ouvert à tout le monde. Les clubs qui sont dans cette situation, ils atteignent rarement les playoffs. Et, alors, même hypothèse que pour les Saints, est-ce qu'il faut louper la saison pour viser un pic très haut dans le top 5 pour la draft de 2026 ? Draft de 2026 dans laquelle les Browns auront 2 choix lors du premier tour, puisqu'ils en ont obtenu un de Jacksonville, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Du côté des jeunes, Sanders et Gabriel, moi ce que je retiens contre eux, c'est que, alors même si Sanders, à un moment on en a parlé comme un premier tour, etc., non, on s'est vite rendu compte que c'était pas un first rounder, c'est 2 joueurs qui n'étaient pas prévus pour être des first rounders. Du coup, je dirais que sur le papier, les chances qu'ils s'affirment comme des franchise QB d'entrée de jeu sont faibles. Kenny Pickett, premier tour en 2022, il n'a pas réussi à s'imposer à Pittsburgh, il s'est retrouvé backup à Philadelphie, ça lui a peut-être permis de respirer un petit peu. Est-ce qu'il peut rebondir à Cleveland ? Il a fait une très belle passe d'ailleurs à Philadelphie, on se rappelle l'an dernier. À un moment, une magnifique passe de Kenny Pickett. Bref, oui. Et voilà, est-ce qu'il peut rebondir à Cleveland ? Là aussi, j'ai quand même de gros doutes sur le joueur. Flacco, lui, du coup, il a une histoire commune avec Kevin Stefanski, avec son run de 2023, qui certes n'a pas duré très longtemps, mais qui a permis d'amener Cleveland en play-off. Donc tout ça, c'est quand même sacrément brumeux. Ce que l'on sait, ce qui est rapporté des camps, c'est qu'a priori, Dillon Gabriel aurait fait un premier mois de practice un petit peu meilleur que Shedeur Sanders, mais encore là-dessus, c'est assez nébuleux. Bien malin qui saura dire qui sera titulaire lors de la Week 1, et plus encore si ce titulaire le restera jusqu'au bout, et puis avec quel résultat. Là, c'est pour moi Cleveland, c'est vraiment la division, encore une fois, est très dure. Oui, c'est ça. Par rapport aux Saints, ils ont au moins cet avantage d'avoir une division qui n'est pas la meilleure de toute la NFL, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, les Browns, ils se prennent une division où tu as les Ravens, on en reparlera rapidement en fin d'émission, non pas pour une question de quarterback, mais parce qu'il y a une grosse signature aujourd'hui, et je veux juste avoir une minute votre avis là-dessus. Mais il y a eu aussi il y a les Bengals, bon, ils vont rater leurs 4 premiers matchs de saison, mais après ça peut être dangereux. Et il y a aussi les Steelers avec Aaron Rodgers. Donc voilà, ça fait quand même c'est très difficile pour les Browns. Yaya, hier on a eu une info qui nous est venue de la part de Cleveland en direct de l'Ohio, qui disait que finalement, à la fin des camps d'entraînement, au moment où il y aura les coupes d'effectifs, les Browns pourraient garder 4 quarterbacks dans leur roster de 53 joueurs actifs. Bonne tactique pour toi ou c'est complètement de la folie ? Il risque de leur manquer un joueur ailleurs. Au bout d'un moment. Mais ça se trouve, ils se disent qu'avec 4. La dernière fois en 2023, quand ils sont allés en playoff, ils ont utilisé, je sais plus, 5-6 quarterbacks dans la saison. Oui. Ça se trouve, ils se disent en prenant 4 tout de suite. ça va peut-être non, mais on sait pas. On sait les rosters, tu en mets dans le tu peux en mettre dans le practice squad, tu vois. Bien sûr. Le truc, c'est que tu es obligé de les couper et ils risquent. Tu vois, par exemple, tu coupes un Joe Flacco, mettons. Il risque d'être réclamé. C'est pas lui qui Non, mais je prends un exemple. Le truc, c'est que tu peux pas le descendre tout de suite dans le practice squad. Si tu le coupes, il peut être réclamé avant de pouvoir rejoindre ton practice squad. Tu vois. Oui. Donc, tu prends le risque de le perdre. Si tu le mets pas dans tes 4 dans ton roster actif, tu prends le risque de le perdre. Quand tu vois la qualité de la QB room, tu ne prends pas beaucoup de risques. Après, on te laisse responsable avec les 3 fans des Browns en France de tes propos. Moi, j'en connais un personnellement de fan des Browns. Je me frotterai pas à lui, mais fais comme tu veux. Marc-Angelo, si tu nous écoutes. Alors, pour revenir à ça, Flacco, tu le prends pas pour le mec dans ton practice squad. Tu sais que lui, il fera le roster. Titulaire, pas titulaire, c'est autre chose. Kenny Pickett. Kenny Pickett, typiquement, pour moi, s'il est coupé, il sera réclamé ailleurs. Tu vois. Oui. Voilà. Typiquement. En QB2 ou 3 dans une autre équipe, il y a besoin d'un QB2. Après, est-ce que, effectivement, comme on l'a dit, avec Deshaun Watson derrière, est-ce que tu as envie de garder
C'est une vraie question. Après, tu as 2 rookies. Bah, qu'est-ce que tu fais? Si tu regardes comment ça se passe, s'ils donnent satisfaction ou pas pendant le training camp, ils doivent gagner leur place. Donc, la logique voudrait que ce soit Flacco, Piquet qui soit là, plus un des 2 rookies. Et après, Bon, alors, on va jouer à Madame Irma, sortez vos boules de cristal. J'ai bien précisé de cristal, ouais, rhabille-toi. Il n'est pas là, mais bon, je sais que quand il écoute le podcast, des fois ça peut partir en live aussi. Je veux, mon Yaya, le nom du QB1, la Week 1 des Browns. Qui sera QB1, la Week 1 des Browns? Un seul nom, pas peut-être que ce sera un jeune, non, un seul nom. Flacco. Piquet. Seb. Sanders. Merci. Allez. Et moi, Joe Flacco. Joe Flacco. Peut-être pas jusqu'au bout de la saison, encore que. Mais oui, moi je vais faire Joe Flacco. Je vais m'expliquer vite fait. Moi, je partirai sur un jeune pour essayer d'avoir une valeur de trade derrière. Mais non, mais même. Tu veux trader qui? Mais non, mais pour essayer qu'il prenne une valeur de trade. Non, mais lequel? Mais attends, quelqu'un qui vient te chercher Kenny Pickett, mais tu l'amènes à l'aéroport. Ça va te coûter toi. Tu vas être obligé de rajouter des tours de draft. Yaya, c'est en fonction de la saison qu'il fait. En fait, c'est toujours pareil. C'est arrivé des QB qui explosent dans d'autres franchises parce que c'était le moment, c'était l'instant, tout ça. Et derrière, qui ne font plus rien. Ça peut arriver aussi. Donc, oui, pourquoi pas. On sait très bien que l'année prochaine, la draft sera très orientée QB, que les Browns, on l'a dit, avaient 2 picks en first round, donc ils ont tout intérêt, pourquoi pas, à essayer de promouvoir un jeune, de le trader, et pourquoi pas d'aller chercher quelqu'un d'autre. Si ça se passe moyennement, ils le tradent. Si ça se passe super bien, ils peuvent le garder. C'est une possibilité, il ne faut pas l'exclure. Hein. Et donc dans ce cas-là, un Joe Flacco aura moins à faire. Après, ça peut aussi dépendre. On peut essayer de le mettre en début de saison et voir comment se passe la saison en cours de saison en fonction de changer ses plans. Il doit y avoir plusieurs plans. Ils doivent savoir ce qu'ils font et j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Alors justement, moi je suis assez d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, l'intérêt c'est de mettre un vétéran établi dans la ligue qui a gagné au poste de titulaire. Il leur montre comment ils font. Même chose que tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure. 3 à 4 matchs, et après tu mets tes jeunes compétitions pour le poste. Donc dans ce cas-là, celui que tu coupes, c'est Piquet. Tu vois, c'est plus que moi, à mon avis. Mais après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Très compliqué en tout cas, c'est Browns. Je vois tellement plutôt ce scénario se dessiner, c'est-à-dire que si tu as Flacco, bah, tu le gardes. Tu mets titulaire 1 ou 2 matchs et après tu mets tes jeunes. Et effectivement, Piquet, qu'est-ce qu'il fait là dans l'équation? Après, il ne faut pas oublier encore un dernier truc sur les Browns. Après, on va arrêter de parler sur les Browns peut-être parce que ça. Non, c'est prévu qu'on finisse l'émission dessus, donc tu as encore une demi-heure. Mais juste, les 4 quarterbacks sur desquels on parle là n'ont absolument pas les mêmes qualités. Donc ça va certainement dépendre aussi du jeu que va vouloir mettre le coach et l'offensive coordinateur, que vont vouloir développer, vont vouloir prioriser. C'est absolument pas les mêmes qualités techniques, tactiques de lecture. Donc ça peut avoir sa valeur quand on sait que les 4 se tiennent. Quoi. Enfin, les 4. Allez, j'en vois 3. Moi. Si vous voulez en savoir plus sur les postes offensifs, Vince nous prépare un dossier attaque qui devrait bientôt sortir sur The Playoff. Sans doute en même temps que l'appli. Ou en même temps que le prochain titre des Browns. Bref, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas pour tout de suite non plus. On continue avec les Colts d'Indianapolis. Ce running gag me tue. Voilà. On continue avec les Colts d'Indianapolis. On parlait d'équipes qui avaient 3 supporters. On en profite pour saluer Edo, des Mousquetaires de Paris, qui supportent les Colts, qui est donc la seule personne en France que je connaisse qui est fan de cette. Ah non, il y a Max aussi. Ouais. Ouais, ils sont 2. Bon, voilà, j'étais pas loin avec 3. Les Colts d'Indianapolis. Alors eux, ils ont un choix qui est un peu différent. Un problème qui est différent des autres. Le problème, c'est plutôt une blessure, parce que normalement, Anthony Richardson était censé être le quarterback numéro 1, mais voilà qu'il est encore blessé à l'épaule, vous allez me dire encore, et oui, encore, et que,
un petit quarterback qui a fait ses classes chez les Giants, un certain Daniel Jones, lui s'est montré plutôt habile aux derniers entraînements, mon Seb. Oui, tu as raison de le souligner. Alors, l'alerte épaule d'Anthony Richardson, apparemment, ce serait moins grave qu'il n'y paraît. D'après les derniers rapports qui nous étaient remontés, notamment par Sports Illustrated il y a 2 ou 3 jours de ça. Mais il a quand même déjà un lourd passif, ce garçon, en 2 saisons et 15 matchs joués. Oui, sur 2 saisons, je ne me suis pas trompé. Je compte mieux que Vince, donc je ne me suis pas trompé. Parce que Richardson, c'est quand même 15 matchs joués pour 19 manqués sur blessure. Et c'est 8 touchdowns et 12 interceptions. Le bilan n'est pas très encourageant. Alors, il est certain que c'est un athlète extraordinaire, qu'il y a une possibilité qu'il soit un vrai quarterback double threat. L'année dernière, il avance quand même de 499 yards et il marque 6 touchdowns au sol en 11 rencontres là aussi. Mais une fois de plus, il se blesse et là, c'est tout le groupe qui en paye le prix. Et comme tu le disais, alors dans le coin bleu, on a Daniel Jones, certes décrié quand il était aux Giants, mais qui a quand même là-bas évolué dans un contexte qui est compliqué. On parle de quelqu'un qui a 6 ans de NFL, qui sait ce que c'est que de jouer un match de foot américain professionnel, qui dispose d'une vraie expérience. Déjà gagné en playoff, faut-il le rappeler. Qui a déjà gagné en playoff. Et qui en plus a la réputation d'être coachable. C'est un très bon professionnel. Et voilà. Et Shane Steichen, le head coach des Colts, comme tous les coachs, vous allez me dire, les joueurs coachables, il aime bien ça. Et peut-être que Steichen, il a moyen de le faire sortir de sa coquille, de lui redonner la confiance qui lui manque très certainement après les années très compliquées qu'il a passées aux Giants. Et moi, je le dis, vous l'aurez entendu ici en premier, Daniel Jones titulaire en début de saison aux Colts, ça n'est pas une hypothèse fantaisiste. Et alors, mon Yaya, je vais aller un petit peu plus loin dans la question. Moi, j'ai mon avis là-dessus, je te le donnerai si c'est pas le même que le tien. Mais est-ce que finalement, Daniel Jones, chez les Colts, c'est pas la meilleure chose qui aurait pu arriver à Daniel Jones? Tout à fait, parce que très longtemps, il y a eu une ligne ultra performante, avec en tête de proue Quentin Nelson. Et la meilleure saison que fait Daniel Jones, c'est quand sa ligne était en place avec merde, j'ai perdu son nom, le left tackle qui était là. Donc tu vois, déjà première chose. Deuxièmement, c'est la saison complète de Saquon Barkley. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jonathan Taylor qui est capable de faire un très très bon aussi en running back. Voilà, donc il y a tout pour qu'effectivement Daniel Jones fasse une très bonne saison. Il a nettement moins de pression qu'à New York. Bah oui, l'Indianapolis Star. Bah oui, mais c'est clair. Non, mais clairement. Quoique, enfin après, c'est pas loin de Chicago, Indianapolis, mais il y a pas, ils sont sur les Bears. Donc tu vois, la presse locale, c'est pas non plus transcendant. C'est un petit marché, c'est un gars. Tu vois, qui a fait sa fac à Duke. Donc, il y a tout pour qu'il soit dans un environnement sain. Après, il y a très peu d'attentes. Moi, je voudrais revenir sur le cas Anthony Richardson. Mais le truc, c'est que moi, je veux bien, même s'il est titulaire, le gars, il voit un mur, plutôt que de l'éviter, il essaie de passer à travers. Donc, autant dire qu'il a des super pouvoirs et qu'il passe à travers les murs. Ouais, enfin bon, si tu veux, c'est un peu comme dans L'Arme Fatale avec Mel Gibson qui essaye d'enlever de se déboîter l'épaule à chaque fois pour enlever la camisole, quoi, tu vois. Enfin, au bout d'un moment. Excusez ces références qui ont plus de 30 ans. Hein. Bienvenue, amis de la science et de la culture, bienvenue avec nous. Oui, Seb. Le souci de Richardson, c'est que c'est quelqu'un qui est. L'un de ses problèmes, notamment, c'est sur les lancers les plus simples. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur, moi, lorsque je l'ai regardé évoluer, qui est capable de sortir un jeu extraordinaire, que ce soit en courant, en marchant sur un linebacker, ou de sortir une passe énorme, très puissante et précise. Et on va se dire, c'est le truc le plus génial que j'ai jamais vu sur un terrain de foot.
Et l'action d'après, il va balancer sur un petit tracé intérieur une balle en plein dans les bras du safety qui est dans l'axe. Et là, on va tous se dire, mais il sait jouer au foot. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a cette espèce de dichotomie qui le dessert, mais énormément, et qui fait qu'il est sans doute en train de gâcher son potentiel. Et peut-être même que, alors que sa 3e saison n'a pas encore commencé, il est peut-être déjà grillé. C'est exactement ce que reflète dans les stats, hein, justement, quand on fait le comparatif entre Anthony Richardson et Daniel Jones. Daniel Jones, c'est 10,1 yards gagnés par passe complétée. Hein, c'est sur sa moyenne depuis qu'il est en carrière NFL. Quand Anthony Richardson, il est à 13,6. Ça veut dire qu'il complète peu, mais par contre, il complète loin. Et les passes courtes, les fameuses soupapes de sécurité, que très cher à Yaya, il ne les connaît pas, il les connaît très peu. Quand on regarde vraiment ses stats à Anthony Richardson, c'est 11 TD, 13 interceptions, seulement 50,6% de passes complétées, dont 60 la première année, à peine 47,7 la deuxième année. C'est beaucoup trop peu pour un QB sophomore. Donc, Daniel Jones a clairement toutes les cartes en main et c'est un super fit pour rentrer là-dedans, dans cette équipe-là. On l'a dit, c'est une équipe qui est en place, qui peut viser quelque chose parce que la division, elle est faible. Donc, ils peuvent aller chercher quelque chose. Les Texans au-dessus semblent un peu inatteignables, mais derrière, la seconde place est totalement jouable pour aller accrocher les playoffs. Et pour moi, Daniel Jones a toutes les cartes en main pour y arriver. Tu sais que c'est que le champion de division qui est en playoff. Oui, mais la deuxième place peut t'amener en playoff aussi. Peut, oui, mais bien sûr. Oui, mon Seb. Ce qui me fait dresser l'oreille dans les chiffres que tu as donnés, Bill, c'est l'oreille. La différence sur le pourcentage de complétion de passe entre la première et la deuxième année. Il passe de 60%, qui est correct, sans plus, pour un QB NFL, à 47. C'est 13 points de baisse déjà. Alors 47, c'est pas suffisant du tout pour un QB professionnel. Mais voilà, donc pas suffisant pour un QB professionnel, c'est bien ce que je disais. Mais surtout, c'est la violence de la chute. 13 points quasiment. Parce qu'il a beaucoup trop forcé sur les passes longues, beaucoup trop forcé sur son jeu de course et sur ses qualités athlétiques sans développer son jeu qui est un jeu de protection. Hein. La passe courte est un jeu de protection pour le QB. Faut pas l'oublier. Hein. Bien sûr. Après, il est victime aussi de ses blessures parce que quand tu te blesses, que tu es occupé à guérir et à te rééduquer, ben tu travailles pas ton football. Et pour finir avec les stats, juste Daniel Jones, lui, est à 64 de moyenne en complétion sur toute sa carrière. Bon, avant d'être coupé par Vince, moi, il y a juste une chose que je voulais rappeler sur Richardson, c'est qu'il n'a même pas fait 1 an à la fac. Il a joué une saison entrecoupée par le Covid de mémoire. Donc, du coup, le gars, oui, c'est un athlète. Et comme a dit Seb, il ne travaille pas le football. Voilà. Bon, du coup, je vous sers qui, Richardson ou Jones en week 1? Alors, Seb, il a répondu. Il a dit Jones. C'est Seb qui a dit Daniel Jones week 1, oui. Bon, alors, Daniel Jones week 1. Yaya. Richardson week 1, mais il part. Daniel Jones week 1 après le premier carton. Non, deuxième carton. Non, mais tu sais quoi? Alors, je ne veux pas faire encore Madame Irma, mais première action, je vais droit dans le mur, il se fait entrecouper, il se fait les croiser par un linebacker, et allez hop, merci monsieur, dame, au revoir pour la saison. Chose que l'on ne souhaite pas, hein, bien évidemment. Non, mais c'est... Et d'ailleurs, je mets Daniel Jones parce que je trouve qu'on a beaucoup critiqué cet homme et il mérite quand même une rédemption et j'aimerais bien qu'il y arrive. Vous n'êtes pas prêts. Vous savez contre qui joue les Colts au premier match? Les Dolphins. Oh. Un choc Tagovailoa Richardson. J'espère que la sécurité civile est sur le bord du terrain, les gars. Il y en a un des deux. Tu peux jouer à qui finira pas le match. Les médecins vont avoir
Ah bah là, c'est où? C'est à Indianapolis, je crois. Il va y avoir... Réservez des places, hein. Faites de la place aux urgences, hein, les gars, parce qu'il va y avoir du boulot. Et le deuxième match, ils vont jouer contre les Broncos. C'est comme on le sait, comme c'est débouché, ceux-là aussi, il faut quand même se méfier. Faut quand même toujours se méfier. Alors, on va raccourcir la deuxième partie de l'émission, puisqu'on est déjà à 40 minutes d'émission. On avait prévu de parler des franchises qui ont... J'allais dire les Bills. On a prévu de parler des Bills depuis 2 mois, on n'a toujours pas réussi à parler des Bills, mais on va y arriver un de ces jours. On avait prévu de parler des franchises qui ont leur quarterback numéro 1, mais où ça peut encore changer. Alors, on va réduire cette question en une seule, à savoir laquelle des équipes que je vais citer, vous voyez potentiellement changer d'avis lors de la pré-saison, lors des camps d'entraînement. Alors, on avait listé les Falcons, qui normalement doivent faire commencer Michael Penix Jr., selon toute vraisemblance. Les Titans, qui devraient faire commencer Cam Ward, mais il y a toujours Will Levis, etc. Ou qui est-ce qu'on a mis? Les Vikings, avec JJ McCarthy. JJ McCarthy ou pas. Ça, c'est l'autre question. Est-ce qu'on en avait mis une autre ou est-ce que c'est les... Non, c'était les 3-là. C'était ce 3-là. Donc, entre Falcons, Vikings ou Titans, est-ce qu'il y a une de ces équipes où vous voyez finalement le coach se dire on avait prévu de mettre lui comme QB1, mais on va changer d'avis? On ne peut pas parler des Titans et des QB sans parler du vrai QB numéro 1 des Titans. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Voilà. Ouais, Seb me rejoindra. Donc, exactement. Il est là. Il est dans la place. Personne ne parle de lui. Mais à la week 1, moi, je vous promets que ça va faire très très mal et que tout le monde va voir flou et se mettre à parler chinois quand ils vont voir arriver Darryl TB12. Our boy, Tim Boyle. Il faut quand même quand même vous raconter que Tim Boyle est donc, comme vous le savez, vous qui êtes des fidèles, le chouchou de cette rédaction de The Playoff, pour une raison. D'ailleurs, je me souviens même plus pourquoi c'est devenu un chouchou, mais enfin, bon, peu importe. C'est à cause du Pixie. Inoubliable lors du Black Friday Game. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, il y en a d'autres qui ont fait des âneries et ils sont pas devenus notre mascotte pour autant. Bon, bref. Oui, mais je me suis dit que pour la fantaisie qu'on fera avec nos copains, nos auditeurs et tout, comme lot, on pourrait mettre un maillot de TB12. Pourquoi je participe pas? On pourrait mettre un maillot de Tim Boyle, tu vois. Alors, je sais pas si c'est le gros lot ou si c'est le gage pour le perdant. Je n'ai pas encore décidé. Mais faut que j'en parle à Bertrand, tu vois, pour qui gère la fantaisie, pour que je pense que en lot, le maillot de Tim Boyle, ça me semble un bon choix. Tu vois. En plus, tu peux choisir la franchise parce qu'il a fait au moins 15 franchises, donc t'as largement le choix. Bref. Après, pour répondre à la question, j'en vois aucune des trois changer d'avis avant le début de la saison. McCarthy semble vraiment promis chez les Vikings. Ils veulent le tester, McCarthy. Par contre, effectivement, c'est pour ça que je disais bien, il semble promis. Par contre, effectivement, il sera vraiment scruté et il pourrait très rapidement changer. Ça, c'est une possibilité. Pour Michael Penix Jr., c'est pareil, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et Cam Ward, chez les Titans, a beaucoup de promesses et beaucoup de choses à montrer. Donc, je vois vraiment aucun des trois. Effectivement, il y a le Will Levis quand même qui traîne chez les Titans, mais pour moi, il n'a pas su exploser et se montrer à la hauteur quand il avait eu l'occasion de le faire. Yaya, pourquoi tu nous montres tes babines quand on parle de Will Levis? Parce qu'il mange de la mayonnaise avec ses bananes. Et qui mange les bananes avec la peau. Non, mais... oui, on a connu des gens qui mangeaient le kiwi avec la peau, nous. Oui, bah... Ouais. Chez TFA. C'est arrivé. Feu TFA. Feu TFA, exactement. Non, moi, je pense que l'expérience Will Levis a... assez duré. Voilà, ça a tourné court. Redevenons sérieux. Mais on parle de Will Davis, on parle d'expérience loupée, je suis d'accord, mais quand même, il a 21 matchs de NFL, 21 TD, 16 interceptions, ramené sur une saison de 17 matchs. Ça fait 17 TD, 13 interceptions, 61% de passes complétées. C'est totalement honnête, très franchement. Oui. C'est pas exceptionnel, mais c'est honnête. On n'est pas loin des stats de Daniel Jones, dont on parlait chez les Colts. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, tu vas pas chercher. Je suis d'accord.
tu vas pas chercher Ward. Cam Ward. Donc, tu vas chercher un autre joueur. Il y avait d'autres joueurs si tu avais confiance en lui. Ouais, ouais. Donc, si c'était vraiment ton quarterback, Ouais, tu vas grillais te pas un dire- premier choix de draft pour ah ça. ouais, tu prenais Abdul Carter ou Travis Hunter. ou Travis Hunter. Donc voilà, donc il n'a pas donné de satisfaction. Si tu le prends, après effectivement, tu peux. Mais et je suis pas sûr que Will Levis, il ait suffisamment de bouteilles pour pouvoir accompagner le développement d'un joueur. Par contre, en revanche, il y aurait eu leur ancien Tannehill, Qui est ça n'a toujours pas sans été pareil. contrat, hein, d'ailleurs. Ouais. Et tu sais que ça m'étonnerait pas, tu vois, que si ça se passe mal dans certaines franchises, ils réapparaissent, tu vois. Ah oui, mais moi, Genre chez toi. Oui. Ouais, non, il Mais, a trouvé un poste, hein, Tannehill, à un moment. Après Tannehill, il a toujours dit qu'il était très regardant sur, non pas dans le sens je veux pas jouer pour une mauvaise équipe ou je veux jouer pour une équipe qui joue le Super Bowl, mais sur la qualité de vie de la ville et tout ça pour sa famille, il préfère ne pas jouer que d'emmener sa famille n'importe où, et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Tu voulais dire un truc, Seb, sur Ryan Tannehill? Non, je disais, je pense que c'est quelqu'un qui va être sollicité, même si c'est pas au début de la saison, à un moment dans la saison, quand tu auras une équipe qui aura envoyé 4 ou 5 quarterbacks à l'hôpital, il y a quelqu'un qui va venir le chercher. C'est quasi inévitable. Après, Will Levis n'a pas besoin de se poser en mentor. Hein. Quand tu as Tim Boyle derrière, t'as pas besoin de chercher le métier. Ils ont le haut du panier, là. C'est ça. Exactement. Et Brandon Allen, il a quel contrat là? Il a quel contrat? Comment ça? Mais chez les Titans, il est dans le roster des Titans. Oui, ça nous avait pas échappé. Non, mais ce que je veux dire, il va faire partie de ce QB. Il fait partie de ces QB room pour le moment. Donc il aura aussi il peut avoir ce rôle aussi un peu de. D'ailleurs, il est même listé devant Tim Boyle. Hein, bien sûr, oui. Bien sûr, non. Non. Voilà, c'est honteux. C'est absolument honteux. Il a signé un an, $1 400 000, Brandon Allen. Ouais, c'est pas énorme. Il peut être coupé après le camp d'entraînement. Ouais, exactement. Je pense Allen, c'est pas malheureusement, alors sans lui faire. Ils peuvent perdre Allen. Hein. Voilà, ils peuvent perdre Allen. Il n'est pas clé. Sans lui faire insulte, c'est. Il l'aura mauvaise quand même. C'est pas un facteur pour le moment dans cette. Ah non, c'est un quarterback. Dans cette course au QB titulaire. Ouais, c'est plutôt un facteur cheval. Oh là là, c'est pénible. On touche le fond un peu plus à chaque fois, c'est incroyable. Non, mais il faut voir aussi ce qu'on fait subir comme programme de Discord. Il se met au niveau des équipes qu'on traite. Mais vous savez, mon cher... Il est tout le temps à ce niveau-là, même quand on parle des Eagles ou des Ravens, il est tout le temps à ce niveau-là. Qu'est-ce que je te dise? Oui, mais j'aime pas les Eagles. Voilà, on va finir... Chers auditeurs, on va finir par faire ça. Vous savez ce qu'on va finir par faire? On va finir parce qu'ils se plaignent tous des thèmes qu'on aborde pendant les podcasts et tout. Il n'y a pas un pour proposer un thème pendant la semaine. Ils viennent là avec le petit bec ouvert en me demandant on parle de quoi, tu vois. Donc on va faire un truc très simple, Vince. Tu vas faire la programmation, c'est toi qui fais le conducteur. Et tu non, voilà. On va parler que des Broncos et Bonix et. Voilà ce qui va se passer. Bonix programme du prochain podcast. Bonix sera-t-il au Hall of Fame avant Eli Manning? Et comme et on ne veut pas entendre parler de tes voyages à Las Vegas. Et comme j'ai aucune confiance en toi, mais j'ai confiance en les auditeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les thèmes des auditeurs plutôt pour faire les podcasts. Voilà. Si vous voulez faire des thèmes de podcast, envoyez-les moi. On va leur faire un podcast bien pourri, tu vois, avec tous les pires thèmes qui existent. Ils vont comprendre ce que c'est. C'est pas possible. J'en ai pas un qui se plaint en ELF. Hein. Pas un. C'est quand même dingue. Oui, d'un autre côté, t'as vu qui c'est que t'as en ELF? J'ai Wake. J'ai Ju. Non, Ju, ça va. Mais Wake, non, mais ça, fin de la blague. Le mec, il te fait des théories, tu sais, genre, la Terre, elle est plate, mais avec des ballons de foot. Et oui, voilà que ça gonfle, et voilà. Mais non, ils n'étaient pas dégonflés, c'est la pression atmosphérique, et voilà. Non, mais attends, oui, forcément, monsieur. Forcément. Bon.
On a fini de parler un peu de déprime. Parlons juste rapidement de la signature de ce mercredi quand même, parce que c'est l'actu NFL. Jair Alexander, dont on avait parlé la semaine dernière dans le podcast, qui venait d'être loué par les Packers, a donc trouvé son nouveau point de chute puisqu'il a signé pour les Ravens de Baltimore. 1 an, 6 millions de dollars. Alors c'est 4 millions plus 2 millions éventuellement en bonus. Mon Seb, j'ai envie de dire bonne pioche pour les Ravens et pas un gros risque au final avec le contrat d'1 an. En effet, contrat d'1 an, le montant est particulièrement raisonnable, en particulier quand on voit la qualité du joueur recruté. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que je crois me souvenir que la semaine dernière, autour de cette table, il y a quelqu'un de particulièrement sage et intelligent qui avait Et beau. Alexander et beau en plus. Voilà, j'osais pas dire. C'est quelqu'un qui est natif de Saint-Roustan, sachez-le. Voilà, donc c'est dire. Je voudrais pas en plus qu'il prenne la grosse tête, tu vois, cet être qui est déjà extraordinaire et qui vous abreuve de son savoir footballistique semaine après semaine. Dommage qu'il n'ait pas de micro. Donc, avait dit, Jair Alexander, il va pas tarder à retrouver un club. Et qu'est-ce qui se passe-t-il donc 8 jours après? Ça alors, il retrouve un club. C'est extraordinaire. Plus sérieusement, très très belle addition, une nouvelle belle addition pour la défense des Ravens qui faisait déjà suffisamment peur comme ça. Et qui, ça va s'avérer, du moins sur le papier, de plus en plus redoutable. L'an dernier, il y avait quand même un gros problème dans le backfield défensif, notamment de Baltimore. On sait que ça avait été l'un des points faibles et que ça avait été d'ailleurs pendant un moment. Alors, j'ai plus le classement final, mais pendant un moment, c'était peut-être même la pire défense aérienne de la ligue pendant un moment. Au-delà de la 20e place, je crois. Voilà. Maintenant, tu as quand même des joueurs, tu as Kyle Hamilton, tu as Malaki Starks, tu as Jair Alexander, tu as Marlon Humphrey dans le backfield défensif des Ravens. Ça commence à avoir quand même une sacrée tête. Franchement, les Ravens, entre leur attaque et leur duo Jackson, Derrick Henry, plus tous les pléthores de receveurs qu'ils ont, plus Mark Andrews en tight end, plus la défense qui commence à upgrader dans le backfield comme dans le front seven. Bon, Yaya, je sais que toi t'aimes pas les Ravens, mais ça quand même, ça commence à avoir une sacrée bonne tête quand même, non? Alors d'où tu me dis ça? Si, à chaque fois tu me dis de toute façon ils feront jamais rien. C'est absolument pas vrai. Si. Par pure solidarité avec notre ami Kachou, alors ça, tu dis ça en podcast, mais quand t'es en off, après, c'est de toute façon, ils vont encore perdre en finale de conférence, ils n'ont jamais capable de passer au-dessus. Alors ça, par contre, là maintenant, ils ont on y arrive. Voilà. Ils n'ont plus d'excuses. Ça veut dire que maintenant, la pression est sur eux. Ça veut dire que tous les ans, ils augmentent l'équipe, et au bout d'un moment, il va falloir aller déloger les Chiefs. Parce que l'objectif, mais il faut y aller jusque chez les Chiefs. Donc, moi, j'ai envie de te dire, là, avec ce move, ils se mettent encore plus la pression. Ils ont intérêt à gagner. Ils doivent gagner. Parce qu'on sait que l'un des gros problèmes de Jair Alexander, c'est ses blessures. On va pas se cacher. Ces dernières saisons, et notamment la dernière, je crois qu'il a joué 7 matchs l'an dernier, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la stat sous les yeux. Lors des 2 dernières. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est ses blessures. Là, avec un contrat d'1 an, au pire, si ça se passe mal au niveau physique, tu prends pas un risque inconsidéré. Par contre, si ça se passe bien, c'est tout bénef pour les Ravens. Donc là, on a vraiment, Vince, tu vas nous donner ton avis aussi, mais on a vraiment, je trouve, moi, une construction intelligente parce que les Ravens vont renforcer les besoins qu'ils avaient pendant cette intersaison. C'était déjà une très bonne équipe, mais ils vont en plus combler les trous qu'il y avait dans cet effectif et avec des contrats à moindre risque, donc tu n'hypothèques pas l'avenir de la franchise sur les 10 prochaines années. Donc clairement, c'est une vraie bonne pioche. Je pense qu'en plus, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir jouer vraiment dur sur les receveurs, vraiment beaucoup plus rapprochés maintenant. Même si on sait ses qualités, c'est vraiment sur la vitesse et sur le suivi en vraiment backfield. Donc, je me demande même s'il peut pas jouer. Peut-être que vous avez la réponse. Est-ce qu'il a déjà fait des répétitions en free safety ou en strong safety? En free safety.
Je ne sais pas s'il a déjà. Voilà. Moi, C'était là que je me posais cette question parce que effectivement, on sait que le backfield des Ravens l'année dernière a eu quelques soucis. On sait au moins qu'il peut compléter un cornerback, à voir ce qu'il peut faire après derrière. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est vraiment bon sur le timing de passe et sur le timing de blitz quand il sait le faire. Donc non, c'est vraiment une bonne pioche de manière générale. Alors, il faut rappeler aussi, parce que ça, on ne l'a pas précisé, je l'ai marqué dans l'article qu'on a fait paraître sur The Playoff, mais il y a quand même un petit passif, c'est que Lamar Jackson a visiblement lourdement insisté pour que Jair Alexander fasse partie de l'équipe des Ravens. Déjà, la semaine dernière, quand il avait été libéré par les Packers, il avait dit à son general manager prenons ce garçon, prenons-le, tu vois, faisons-le signer. Encore hier, il a remis une couche, Lamar Jackson, en disant de toute façon, il nous faut Jair Alexander. Et alors, il y a une histoire entre les deux. Hein, ils étaient à la fac de Louisville tous les deux, etc. Ils se connaissent très très bien. Et dès qu'il a signé, la première photo, le premier joueur qui est venu accueillir Jair Alexander, c'est Lamar Jackson. Donc il y a clairement, on sent visiblement, il a dû travailler en sous-main aussi pour faire venir Jair Alexander. Après, tant mieux, hein, il n'y a pas de mal à ça, à faire venir des gens compétents pour renforcer son équipe. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il le connaît très bien et c'est ce qu'il vaut. Hein. Oui, je pense que, si tu veux, le retour sur un investissement va être meilleur que dans le cas où Dak Prescott fait la danse du ventre pour faire revenir Ezekiel Elliott à Dallas, tu vois ce que je veux dire. Ou Davante Adams ou Aaron Rodgers avec Davante Adams. Ouais, mais encore que. Non, et regardez les chiffres. Adams, sa saison à son passage aux Jets, statistiquement, il n'est pas mauvais. Hein. Oui, mais vous aimez les statistiques, mais quand il faut gagner des Super Bowls. Mais même là, en l'occurrence, quand il faut gagner des matchs, je suis d'accord. Mais tu vas pas le mettre sur le dos de Davante Adams. Ah non. L'exemple Elliott qui revient à. Alors, tu peux prendre l'exemple Allen Lazare avec Aaron Rodgers aussi qui le supporte. Oui, l'exemple Allen Lazare est plus parlant si on doit rester sur les Jets. Mais l'exemple d'Ezekiel Elliott qu'on fait revenir à Dallas pour courir 30 yards dans la saison. C'est un bel objectif. C'était un bel objectif. Bon, faut aimer. Faut être audacieux dans la vie. Bon, les amis, c'est là-dessus qu'on va refermer le podcast. Je donne les prochains rendez-vous foot américain de The Playoff et dans le monde, puisque ce week-end sera riche en football américain. Alors déjà, il y a le casque d'or pour la deuxième division de foot US, mais il y a aussi la finale de la Coupe d'Europe CEFL des Black Panthers de Thonon-les-Bains qui iront jouer chez les Calanda Broncos en Suisse. C'est à 18h samedi à suivre sur la 3F TV gratuitement. Il y a aussi dimanche à 16h25 au stade Robert Bobin les Paris Musketeers qui affrontent le Francfort Galaxy, match revanche de la défaite de la Week 3. Donc si vous êtes dans le coin en Ile-de-France, n'hésitez pas à aller supporter les Mousquetaires. Pour The Playoff, nous aurons les prochains podcasts, ce sera lundi 21h30 en live pour parler justement de ce match des Paris Musketeers. La semaine prochaine, nous aurons aussi un podcast D1 pour faire la preview de la finale de D1, du casque de diamant, du 29e casque de diamant qui se jouera samedi 28, et nous aurons aussi un podcast NFL. Bref, il y a de quoi faire la semaine prochaine. N'oubliez pas un petit jeu concours en parlant du casque de diamant, un petit jeu concours en partenariat avec la Fédération Française de Foot Américain. 2 fois 2 places à gagner sur The Playoff. Vous regardez sur les réseaux sociaux, tout est épinglé. Vous pouvez participer gratuitement, bien évidemment, et tenter de remporter 2 places pour aller à Chambéry voir le 29e casque de diamant. Voilà, c'est offert par la Fédération et on remercie nos amis de la Fédération pour ça. Merci Seb, merci Yaya, merci Vince d'avoir été avec moi. Merci à tous de nous avoir écouté, d'être toujours fidèles à Tailgate. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao, bye.